Salut Internet. On attaque tout de suite avec cette question. Pourquoi sur d'anciennes cartes de l'Australie on trouve ça? Pourquoi la Nouvelle-Hollande? Non, parce que forcément ça sort pas de nulle part. Et si c'est la Nouvelle-Hollande, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils parlent anglais? Écoutez, je me suis renseigné. C'est une histoire d'explorateurs, de guerre et surtout de prisonniers. Et puis de cartes bien sûr. Bienvenue dans Maps. Notre point de départ est ici, en Hollande. Au début du XVIIe siècle, le pays a une obsession, l'Asie. En moins de 5 ans, il a déjà envoyé plus d'une 60aine de bateaux vers cette terre promise avec un objectif en tête, étendre l'empire. Et pour ça, il peut compter sur une machine de guerre économique redoutable, la VOC, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Elle a été créée en 1602 et son fonctionnement est plutôt simple. Des riches marchands s'associent, mettent de l'argent en commun et la VOC organise les expéditions et puis tout le monde se partage les bénéfices. À son apogée, la compagnie possédait plus de 150 navires et pas moins de 70 000 personnes étaient employées. Les gars, on parle d'un truc qui a 400 ans. Regardez, ça ce sont tous les endroits où elle a opéré. Et clairement, elle a permis au pays d'accroître largement son empire colonial dans cette région. Et justement, les épices d'Indonésie, de Ceylan, de Chine, enfin tout ce qui sent bon et se revend cher en Europe, ça intéresse pas mal la Hollande. Donc pour être toujours plus efficace, la VOC cherche la route la plus rapide pour atteindre Java. Et elle veut aussi éviter de se faire piquer ses cargaisons par les Portugais au passage. Parce qu'on l'a vu dans cet ancien Maps, les Portugais ils sont encore au-dessus en termes de commerce dans l'océan Indien, c'est pas les derniers de la classe. Donc pour résoudre tous ces problèmes, la compagnie teste en permanence des nouveaux itinéraires dont celui-ci, au lieu de longer en gros l'Afrique, de traverser l'océan Indien, et ben il reste au sud. Voilà, plein est après le cap de Bonne-Espérance, comme ça ils ont les vents du sud, et là, surprise, les navigateurs hollandais tombent sur une immense côte inconnue. À l'époque, on pense que c'est sûrement la Terra Australis, ce continent un peu mythique qu'on croyait nécessaire pour équilibrer les masses de la Terre. Et forcément, à force de passer par là, quelqu'un va finir par s'arrêter. En 1606, il y a un mec qui s'aventure dans ces contrées. Alors pas exactement dans l'ouest du pays, c'est plutôt dans le nord-ouest. Et cet homme s'appelle Willem Janszoon. J'ai pas trouvé d'illustration de l'époque, donc je vous propose ce magnifique portrait d'un capitaine de la VOC un peu cliché de l'époque. Parce que oui, il est capitaine d'un petit navire de la VOC qui est censé explorer les alentours de la Nouvelle-Guinée. Sauf qu'il se retrouve à longer une côte qu'il ne connaît pas. En fait, il est le premier Européen documenté à poser le pied sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Australie. Il a débarqué quelque part au nord-est du continent, sur la péninsule du Cap York. Les journaux de bord de l'époque n'existent plus, il n'y a finalement pas beaucoup de traces de son passage. On a quand même retrouvé des documents contemporains, dont une copie du trajet qu'aurait effectué l'expédition à l'époque. En 1616, c'est au tour de Dirk Hartog de débarquer sur une île qui aujourd'hui porte son nom. Pareil, il n'y a pas d'illustration, donc vous avez droit à cette deuxième représentation un petit peu cliché des Hollandais de l'époque. En tout cas, lui, il laisse une plaque sur place pour dire « je suis passé par là ». C'est d'ailleurs le plus ancien objet fait de la main d'un Européen qui témoigne de leur passage dans cette partie du monde. Parce qu'on l'a retrouvé son truc, il est exposé dans un musée. Enfin voilà, on avance un petit peu dans le temps, jusqu'en 1756, les Néerlandais vont explorer les lieux, avec des petites visites des Anglais aussi pour voir ce qui s'y passe un peu. Progressivement, tout ce pan de la côte ouest de l'Australie commence à apparaître sur les cartes sous le nom de Nouvelle-Hollande. Mais à ce moment-là, on le voit. Ils pensent soit que cette terre est rattachée à la Terra Australis, soit à la Nouvelle-Guinée, soit aux deux en même temps. Il y a de l'idée, il y a de l'intention, c'est pas encore tout à fait ça. Et puis, malgré le fait qu'ils soient les premiers occidentaux à venir par ici, les Hollandais n'installent rien. Pas de comptoir, pas de colonie, même pas une petite tente de camping. En même temps, faut les comprendre, la VOC, c'est une entreprise commerciale. Elle est là pour faire du profit. Et comment vous dire qu'une terre stérile, ça rapporte pas grand-chose. Sauf que ce manque d'intérêt dans quelques années, il va devenir un atout pour un certain empire. Parce que figure-toi que quand t'as un bout de terre isolé, immense, que personne ne réclame, ça peut devenir très pratique pour ceux qui cherchent un endroit où planquer leurs problèmes. Mais avant d'en arriver là, les Anglais vont faire comme les copains, ils vont explorer. D'abord avec William Dampier, prononcé à la française bien sûr, le premier Anglais à avoir cartographié l'Australie. Mais il trouve pas ça foufou, donc il continue sa route.
Il faut attendre 1770 pour que ça devienne sérieux. Là, c'est le fameux James Cook qui débarque. Et lui, contrairement aux autres, il accoste sur la côte est, dans une baie beaucoup plus accueillante. Il la baptise Botany Bay. Et lui, il est super enthousiaste. Cook, il a la vision, d'accord? Il voit le potentiel de cet endroit. Mais là encore, aucun plan concret pour s'installer ici. Ce plan, il émerge quelques années plus tard, au moment de la guerre d'indépendance américaine. À cette époque, les Anglais ont un souci, leurs prisons sont surpeuplées. Et jusque-là, ils avaient une astuce qui fonctionnait bien. Ils expédiaient tout ça de l'autre côté de l'Atlantique, dans leur ancienne colonie. Voilà, pendant des décennies, le pays a envoyé ses prisonniers en Amérique du Nord pour travailler comme main-d'œuvre. Mais en 1776, les colonies sont devenues les États-Unis. Et bizarrement, ils étaient un petit peu moins chauds pour continuer à accueillir les criminels anglais. Alors forcément, panique à Londres. Capitaine, on les met où les gars là? Parce que ça commence à déborder. Il y en a qui commencent à faire griller des saucisses dans la cour. Écoutez, parquez-les dans les pontons, d'accord, en attendant qu'on trouve une solution. Ça s'appelait comment déjà l'endroit là où Cook est allé là? La Nouvelle-Hollande, c'est ça? C'est pas mal là-bas? Une grande île isolée de tout? On va faire ça, ok? On organise ça. En 1787, ils mettent en place la First Fleet, une flotte de 11 navires chargés d'envoyer plus de 1400 personnes. Des marins, des soldats, des bagnards, des officiers, des civils, et hop, direction Botany Bay pour un voyage qui va durer plus de 8 mois. Voilà, quand on va en Australie depuis la France, ça dure 16 heures de vol ou je sais pas combien. Les gars, avant c'était 8 mois, d'accord? Bon, le problème c'est qu'en arrivant sur place, Botany Bay, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de marécages, il n'y a pas vraiment d'accès à l'eau douce, donc on se décale un petit peu, ils découvrent une baie un peu plus sûre, un peu plus stable, et c'est acté, on installe ici la première colonie pénitentiaire à Port Jackson. On plante le drapeau dans un endroit qui, plus tard, a été photographié notamment avec ce BG là qui était quand il était ado, il a fait sa terminale dans cette ville. Messieurs, dames, bienvenue à Sydney. Botany Bay et Port Jackson, c'est à Sydney. Et c'est là le début de la bascule. En 1788, l'Angleterre fonde officiellement la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud. Mais elle ne concerne que la côte est. Parce que l'ouest, c'est toujours néerlandais sur le papier. Mais comme personne n'y touche, les Anglais vont finir par tout grignoter. Et puis surtout, la colonie pénitentiaire de Port Jackson ne reste pas seule très longtemps. D'autres sites sont fondés. Il y a Norfolk Island, Van Diemen's Land, qui est la future Tasmanie. Il y a Moreton Bay, Swan River à l'ouest. À chaque fois, ce sont les bagnards qui construisent les routes, les entrepôts, les maisons et parfois des villes entières. Entre 1788 et 1868, on estime que plus de 162 000 condamnés ont débarqué en Australie. C'est en moins de 100 ans. Et forcément, voilà comment une île que personne ne voulait a fini par devenir la plus grande prison à ciel ouvert de l'histoire. Et aujourd'hui, on trouve la trace de ce passé. Notamment, évidemment, à travers plusieurs vestiges de pénitentiaires, il y en a un petit peu partout dans le pays. Certains bagnes sont même reconnus par l'UNESCO. Mais aussi, petite stat intéressante, on estime que 20% des Australiens ont un ancêtre qui est passé par la case prison à l'époque. Et d'ailleurs, on est dans Maps, donc je me dois de finir le travail. On a vu l'Australie progressivement apparaître, et il est donc temps que je vous montre ceci, une carte qui date de 1814 et qui est réalisée par Matthew Flinders. C'est la première fois que le nom Australie apparaît sur une carte. Mais par contre, c'est pas la première fois qu'on la voit tout entière comme ça, bien dessinée. Non, j'ai trouvé une carte qui date de 3 ans plus tôt, en 1811, une carte française, avec, petit bonus, la mention de la terre Napoléon. Napoléon toujours là où on l'attend pas. En tout cas voilà, fini la Terra Australis, les bouts de côte inexplorés, les fantasmes géographiques. Maintenant on sait à quoi ressemble l'île. Et à défaut à l'époque d'avoir trouvé de l'or ou des épices, les Anglais auront au moins trouvé ou planqué leurs prisonniers. Voilà messieurs dames, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Dites-moi tout en commentaire, on adore lire vos retours. Moi c'est un sujet qui me passionne, l'Australie. Maps, c'est un format parfait pour ça. On se retrouve très vite, bonne fin de week-end, salut Internet.